Bonjour à tous, c'est Info Tuto et bienvenue dans cette nouvelle série. Alors aujourd'hui, je démarre cette série par une introduction à l'impression 3D. Alors ici, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est surtout destiné aux débutants, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus là-dessus, pour ceux qui voudraient débuter. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes parties des imprimantes, ce qui est important de savoir. Ça vous servira aussi un petit peu de guide d'achat si vous êtes un petit peu perdu dans tous les modèles existants. Alors, on va démarrer par quelque chose qui est l'historique. Bon, c'est pas super intéressant, mais il y a quand même une petite subtilité. C'est que le brevet a été déposé par des Français le 16 juillet 84 concernant la fabrication additive, ce qu'on appelle le FA. Alors, la fabrication additive, c'est le procédé un petit peu de l'impression 3D qui est le fait de construire quelque chose couche par couche. Alors, ça a été déposé par la société Silas-Alcatel. Alcatel, on les connaît, et c'est 3 personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient déposé ce brevet, mais pas vraiment spécialement pour l'impression 3D. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vite abandonné le projet, enfin le brevet, parce qu'ils croyaient que c'était une technologie qui n'avait pas vraiment d'avenir. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de nez parce que, en même temps, 2 semaines plus tard, le 30 juillet 84, un autre brevet a été déposé par les Américains sur un brevet qui s'appelle SLA, stéréolithographie. C'est un terme que vous allez rencontrer souvent quand vous regardez un petit peu les docs d'impression 3D. Ça a été déposé par la société 3D Systems et Charles Hull. Alors lui, on le considère un petit peu comme le père de l'impression 3D parce que leur brevet, en fait, a été beaucoup plus orienté vers donc la fabrication additive, mais par un procédé, je dirais, de fonte, en fait, et donc l'impression 3D en est un petit peu né, en fait, de ça. Et ils ont eu du pif, contrairement à Alcatel, qui eux ont très vite abandonné le projet, qui n'y ont pas cru. Alors très vite, en 86, on peut voir qu'on a la première imprimante qui sort, qui s'appelle la SLA 250, donc vous pouvez voir un modèle assez archaïque, pas tellement éloigné de ce qui existe aujourd'hui. Enfin là, on voyait qu'il n'y avait pas tellement d'auteurs, mais en tout cas, on pouvait déjà imprimer. Voilà le premier modèle d'imprimante. Alors, on va maintenant passer à la description d'une imprimante, parce que si vous voulez acheter une imprimante, il y a pas mal de petits détails et il faut déjà connaître les bases. Alors, je vais parler ici de la technologie FDM, c'est Fused Deposing Modeling, en français modélisation de dépôt fondu. Évidemment, on va y faire tout simplement couler du filament fondu sur un plateau, enfin on va voir maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la technologie FDM. Donc la première pièce qui est importante, la partie, c'est la bobine et le support de filament. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément négliger, bien que c'est pas ce qui est le plus important, mais en tout cas, on peut voir que là, sur ce modèle qui est la Ender 3 de chez Creality, qui est un modèle à 200 € à peu près, donc vous voyez que ça s'est bien démocratisé, ce support est fixé sur le châssis. Alors attention, il y a certains modèles où vous allez avoir des supports de bobine qui vont être déportés carrément. C'est pas plus mal parce que ça évite, encore une fois, le but c'est que ce soit le plus stable possible, et avec le filament au-dessus comme ça, c'est pas forcément bien. Donc ensuite, vous avez le châssis. Le châssis, c'est justement ce que vous voyez ici, c'est-à-dire toute cette partie métallique ici. Alors c'est pas en métal, c'est souvent en aluminium, et c'est très important. Alors je vous ai montré ici une autre photo. Vous voyez qu'il y a un châssis différent avec 4 montants. Ici on a simplement 2 montants. Alors quelle va être la différence? Alors sur les premiers prix, vous allez souvent être sur des imprimantes à 2 montants. Pourquoi? Parce que c'est moins stable. En fait, la différence, c'est que ici notre tête d'impression va pouvoir se déplacer de gauche à droite et de haut en bas. Mais le plateau va devoir du coup avancer et reculer, il va être motorisé, donc il n'est pas fixe. C'est la grande différence avec les modèles à 4 montants, c'est que le châssis en fait va permettre de fixer le plateau et de ne pas le déplacer. C'est la tête en fait qui va aller de gauche à droite, d'avant en arrière, et elle va pouvoir descendre et monter aussi. Donc c'est beaucoup plus stable. Donc voilà, et c'est réservé en général aux modèles de plateau un peu plus grands. Maintenant vous allez trouver ça. Alors rassurez-vous, hein, c'est mieux, mais c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Mais disons que pour les réglages c'est un peu mieux, vous allez moins devoir régler votre plateau que celui-ci. Il y a plein de petits avantages. Alors ensuite, vous avez le lit chauffant, alors ce qu'on appelle le bed. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est la surface sur laquelle, en fait, le filament va être déposé par la tête d'impression. Alors, il est chauffant. Maintenant, il est chauffant sur pratiquement tous les modèles. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une meilleure accroche et surtout, ça permet d'imprimer des modèles, des types de filaments différents. On y reviendra un peu plus tard.
Ensuite, vous avez les moteurs et les courroies d'entraînement. Alors ça, bon, c'est classique, hein. Si vous voulez justement que la tête se déplace de gauche à droite, vous pouvez voir que si vous avez un moteur et une courroie, en fait, qui va permettre le déplacement de la tête d'impression de gauche à droite. Alors il y en a plusieurs. Ici, on a un autre qui est caché, qui va permettre de faire monter et descendre ici la tête d'impression. Voilà. Et ici un autre qui va permettre de faire avancer et reculer tout simplement le lit chauffant. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il y a différents types de moteurs si vous achetez des imprimantes, des qui sont plus précis, des plus silencieux. Bon voilà, ça va différer en fonction des modèles. Ensuite vous avez l'alimentation. Bon là-dessus pas grand chose à dire, sauf que sur certains modèles on peut voir des évolutions, comme là vous avez l'Ender 3 V1, la V2 a une autre alimentation, c'est une amélioration. Elle est plus stable, elle fait un peu moins de bruit, etc. Donc savoir qu'une alimentation ça peut être assez bruyant, c'est comme un PC, c'est pareil. Ensuite, vous avez la carte mère. Alors la carte mère est très importante parce que c'est elle qui va gérer un tas de choses. Par exemple, elle va gérer le déplacement du plateau grâce au moteur. Donc elle va envoyer des informations au moteur. Elle va gérer l'affichage. Elle va gérer aussi, par exemple, s'il y a une coupure de courant, elle va pouvoir justement reprendre l'impression au moment où ça s'est arrêté. Ça évite de perdre des fois des impressions qui durent 15-20 heures ou voire des jours. Donc voilà un petit peu au niveau de la carte mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains modèles comme celui que vous voyez à l'écran, vous pouvez trouver des cartes mères de remplacement qui sont un peu plus évoluées, qui vont avoir, alors paradoxalement, qui va permettre par exemple à vos imprimantes de faire moins de bruit parce que les contrôleurs de moteurs qui sont sur la carte mère seront beaucoup mieux gérés et donc les moteurs seront plus silencieux. Bon voilà, faut savoir que changer une carte mère n'est pas une opération anodine quand même sur une imprimante 3D. Ensuite, vous avez le panneau de contrôle. Alors, rien à dire là-dessus. Pareil, en fonction des modèles, soit il va être tactile, soit il va être couleur, monochrome. Là, vous pouvez voir sur l'Ender 3, il est très basique. Mais c'est pas là-dessus qu'on va passer le plus de temps. C'est un confort, mais ici, on peut voir que les informations, grâce au bouton, la molette que vous voyez là, vous allez pouvoir la tourner pour faire défiler un menu déroulant et appuyer dessus pour le sélectionner. Et vous pouvez voir qu'il y a des informations comme la température actuelle du lit chauffant, de la buse, etc. Bon, c'est des informations qu'on va pouvoir surveiller. Donc ensuite, vous avez deux autres parties très importantes, l'extrudeur et la tête d'extrusion et la buse. Et ça, j'ai mis des petits warnings parce qu'on va aller voir tout de suite un peu plus en détail. C'est le principe de l'impression 3D. Donc le principe, il est très simple. La première chose que vous voyez là, c'est l'extrudeur. Alors l'extrudeur, son but, c'est de pousser le fil. Comme vous pouvez le voir, ici, le fil arrive dans l'extrudeur. C'est cette pièce-là que vous voyez, c'est un moteur qui va pousser le fil à l'intérieur d'un tube. Le tube blanc que vous voyez là, qu'on appelle un tube Bowden. Et en fait, il va amener le filament à la tête d'impression. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette pièce, elle est vraiment importante parce qu'elle ne fait pas que pousser, en fait. Elle va aussi rétracter le fil à un moment parce que quand vous avez des phénomènes d'impression quand votre tête se déplace, évidemment, le fil ne doit plus être poussé. Mais non seulement il ne doit pas être poussé, mais il doit être tiré en arrière. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la rétraction du filament pour éviter d'avoir des genres de petits cheveux entre les pièces. Voilà, donc c'est une pièce qui est très importante et ça fait partie vraiment du principe de l'impression 3D. Ensuite, une fois que ce fil est poussé dans la gaine, comme vous pouvez le voir, il arrive par le tube dans la tête d'impression ici, qui est en fait une partie chauffante, et vous avez en dessous ce qu'on appelle ici une buse, un muzzle. Alors, cette tête d'extrusion ici est entourée de ventilateurs, mais ça on va pas trop s'y arrêter, mais c'est pour permettre une régulation de la température. Alors, ce qui est important, c'est savoir que les buses, vous allez pouvoir les changer. C'est-à-dire que c'est livré souvent avec une buse de 0,4 mm, mais il existe des buses de 0,1 mm à 1 mm. Ça coûte pas cher et c'est toujours bien d'en avoir. Alors, quel est l'intérêt de ces buses? Ces buses, en fait, vont permettre de déposer plus ou moins de filaments et une hauteur de couche différente. Donc, il est bien évident qu'avec une buse, par exemple, de 0,1 mm, c'est le trou en fait à la sortie de la buse qui laisse passer le filament, vous allez avoir une impression beaucoup plus jolie, beaucoup plus fine. Par exemple, sur cette main ici, si je veux voir les détails au niveau des lignes de la main et tout ça et avoir quelque chose de beau, je vais prendre une petite buse. Le problème, c'est qu'au plus c'est petit, au plus c'est long.
Et quand je dis c'est long, ça peut être très long. C'est-à-dire qu'une main comme ça, imprimée avec une buse de 0,1 à une vitesse pas trop élevée pour avoir un bon résultat, peut prendre plusieurs jours. Ce qui serait quand même dommage pour un si petit objet. Donc, vous avez la possibilité de changer les buses et par exemple, à l'inverse, aller à une buse de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 ou 1 mm. Donc, si on prend une buse d'1 mm, là par contre, on va en déposer beaucoup plus et ça va être beaucoup plus rapide à l'impression. L'inconvénient, c'est que ce sera beaucoup moins net et beaucoup moins joli. Donc, c'est un compromis à trouver. Faut savoir que c'est livré toujours avec des buses de 0,4 et c'est la plus utilisée parce que en fait, c'est un bon compromis entre, quand vous allez régler les choses, entre la vitesse et la qualité. Donc voilà ce qu'il y a à dire au niveau du principe de l'impression et de l'imprimante. Alors ensuite, on va passer au type de filament. Ça aussi, ça peut vous perturber quand vous démarrez. Alors il en existe une panoplie de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Alors vous avez deux sortes de filaments quand vous débutez, et le premier que vous allez commencer par utiliser, c'est le PLA, ensuite peut-être l'ABS. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'il existe des filaments de toutes sortes. Vous avez par exemple des filaments de type bois. Donc on peut voir qu'on a l'impression que l'objet est vraiment en bois. Ensuite, vous avez des filaments multicolores, parce que le problème de l'impression 3D, c'est que vous imprimez en une seule couleur. Après, vous pouvez poncer, essayer de faire du post-processing pour tout simplement avoir mettre de la peinture. Alors après, au pinceau, c'est pas évident. Vaut mieux utiliser un aérographe. Enfin bref, là, vous avez carrément, par exemple, une bobine multicolore. Tous les autant de mètres, ça va changer de couleur, et ça permet d'avoir un phare comme ça assez sympathique. Ensuite, vous avez des bobines couleur or, et pour terminer, par exemple, une bobine ici qui va être un petit peu fluorescente dans le noir. Bon, il y a vraiment beaucoup de types de filaments, et là-dessus, vous n'allez pas être perdu. Alors, il faut savoir qu'une bobine, ça coûte autour d'une vingtaine d'euros en classique, et quand vous montez sur des trucs un peu comme ça, avec or ou bois ou autre, vous pouvez vite monter autour d'une trentaine d'euros, voire un peu plus. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez utiliser le PLA. Alors, pourquoi le PLA ? Parce que tout simplement, le PLA, comme vous pouvez le voir, ici j'ai un petit graphique et on va s'occuper que du PLA et de l'ABS. Alors, le PLA, en fait, a des avantages et des inconvénients. C'est pareil pour l'ABS. Mais vous allez voir que pourquoi on démarre par du PLA, parce que on a ici, d'après ce petit graphique, vous pouvez voir que la pastille ici du PLA est bleu foncé, on a une facilité d'impression très forte. C'est-à-dire que c'est très facile d'imprimer du PLA. Donc, vaut mieux démarrer par là, ou pour des objets, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a une qualité visuelle qui est assez forte. Donc, c'est joli. Ensuite, on a une résistance à la traction, en fait, et une élongation à la rupture qu'on peut. Alors, la résistance à la traction, je sais pas trop ce que c'est. L'élongation à la rupture, bon, j'imagine c'est quand on tire dessus. Bon, on peut voir que là, par contre, c'est pas bon. En gros, ça veut dire que le PLA, c'est très fragile. Et si vous faites tomber un objet, vous risquez de le casser. Vous pouvez voir qu'à la résistance à l'impact, d'ailleurs, c'est très faible, donc c'est pas bon. L'adhérence intercouche est plutôt bonne, donc ça veut dire que en fait les couches qui vont être déposées vont bien adhérer les unes entre les autres, donc ce qui revient à la facilité d'impression. On peut voir que ça c'est bien. Par contre, le gros inconvénient, c'est la résistance à la chaleur. Le PLA est très mauvais pour la résistance à la chaleur. Imaginons que vous prenez ce petit phare et que vous tout simplement le laissez sur votre tableau de bord dans votre voiture et qu'il y a un beau soleil dessus, vous allez faire vos courses, vous revenez 1h30 après ou 2 heures, vous allez voir que votre phare va ressembler à la tour de Pise, il va être un peu fondu ou ça va être dégueulasse. Donc c'est très mauvais. Par contre, l'ABS, à l'inverse, c'est plus dur à imprimer parce qu'on peut voir qu'au niveau de sa facilité d'impression, c'est plus dur. La qualité visuelle est presque pareille. Au niveau de la résistance à la traction, on peut voir qu'on est presque similaire. Par contre, à la résistance à l'impact, on est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup moins fragile. L'adhérence intercouche est un peu moins bien aussi que le PLA et la résistance à la chaleur, par contre, est très forte. Donc là, si par exemple vous devez imprimer un objet qui est destiné à être à l'extérieur, par exemple un support de tuyau d'arrosage, un embout de tuyau d'arrosage, ça me vient à l'idée, si vous le laissez en plein soleil, lui il va pas bouger. En PLA, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors il faut savoir qu'il existe d'autres matières actuellement, comme le PETG, qui sont un bon compromis entre les deux. Alors vous allez me dire, oui, je vais prendre du PLA et parfois de l'ABS. Par contre, l'ABS n'a pas les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le PLA va fondre, on va devoir régler la température à 200, autour de 200 degrés, on va dire, et l'ABS, on va être beaucoup plus haut. Ce sera au minimum 230, 220, 230, 240, ça dépendra des bobines. Et le gros inconvénient de l'ABS, c'est que ici, lui, il est très sensible aux variations de température. Si vous imprimez, par exemple, dans votre chambre et vous ouvrez votre fenêtre, qu'il y a du vent qui arrive et que ça vient un petit peu sur l'imprimante, vous risquez d'avoir des ratés. Le PLA est beaucoup moins sensible à ça.
Donc voilà le gros avantage d'utiliser, maintenant vous savez un petit peu plus sur le type de filament que vous allez utiliser et franchement utiliser le PLA. Donc ensuite, comment ça fonctionne? Comment on imprime les modèles? Les modèles, c'est très simple, c'est des fichiers STL. Alors STL, il y a aussi de l'OBJ et du JPEG, on peut l'utiliser, mais la plupart du temps, c'est le STL. Le STL, d'ailleurs, ça a été déposé en même temps que le brevet par la société dont j'ai 3D Systems. Voilà, je pensais avoir oublié le nom, mais non, 3D Systems. Donc le problème, c'est où trouver des STL quand vous voulez imprimer des choses. Que vous avez une belle imprimante, c'est bien, mais vous voudriez imprimer des beaux objets ou autres. Première chose, c'est sur Internet. Vous avez des sites comme Cult 3D ou Thingiverse qui vont vous donner des modèles gratuits et payants. Donc les gratuits, il y en a à l'appel. Vous trouvez à peu près tout, un lapin, une voiture, une figurine d'Harry Potter, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses en gratuit. Alors le gros avantage, c'est que vous avez des informations sur l'impression, vous avez des retours, vous pouvez y poster vos propres prints, ce qui va vous permettre tout simplement de voir un petit peu ce que ça donne avant de les imprimer parce qu'une impression est assez longue. Ensuite, si vous avez besoin d'un objet qui n'est pas répertorié ou qui est vraiment spécial, on va dire, qui n'est pas trouvable, il faudra utiliser un logiciel de modélisation. Et la modélisation, c'est pas facile, surtout quand on débute. Donc vous avez plusieurs logiciels. Alors je vous ai mis des gratuits et des payants. Vous avez Tinkercad qui, lui, pour un débutant, est super bien. C'est un logiciel en ligne, tinkercad.com. Vous y allez et vous pouvez modéliser des petits objets, des outils, des petites figurines, mais toujours en restant dans des formes assez géométrique simple, quoi. Ensuite, vous avez Blender qui est gratuit, mais lui qui est un peu plus complexe à prendre en main. Fusion 360 qui lui est payant, qui va permettre de faire un petit peu les deux, je dirais, mais encore une fois, si vous débutez Tinkercad, ne pensez pas que vous allez faire un beau buste d'une tête ou d'un acteur connu. Ça va être assez compliqué. Avec Tinkercad, c'est impossible. Avec Blender, c'est faisable, mais c'est très complexe à faire. Franchement, il faut maîtriser la modélisation 3D. Donc une fois que vous avez votre modèle, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le passer dans un logiciel particulier. On appelle ça le slicer. Alors le slicer, si on traduit, ça veut dire logiciel de tranchage. En fait, le rôle du slicer, tout simplement, c'est de lui envoyer un fichier STL. Vous lui dites, voilà, je clique sur un bouton, je veux découper ça en tranches, comme vous pouvez le voir à l'écran au niveau du bateau. Et en fait, ce que va faire votre imprimante, c'est faire des couches tranche par tranche. Et elle va venir imprimer ce modèle. Donc là, on va pouvoir intervenir sur des réglages vous allez pouvoir imprimer plus finement, plus rapidement, plus grossièrement, mettre votre type de buse, etc. Bon, ça, on verra ça un peu plus tard. Je vous présenterai ce logiciel qui s'appelle Cura, qui est totalement gratuit et qui est très utilisé parce que gratuit et efficace. Franchement, c'est devenu une petite référence. Et donc, quand vous avez ce fichier-là, vous cliquez sur le bouton et tout simplement, ça va vous transformer le fichier que vous avez rentré au départ, donc le STL, en un fichier qui va être de format G-code. Alors le G-code est spécifique en fait à l'impression 3D. Alors ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, il ne reste plus qu'à lancer l'impression. Alors comment vous faites? Dans votre imprimante, quand vous achetez une imprimante, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles ont tous un lecteur amovible. Donc soit vous partez de votre logiciel Cura qui a généré votre G-code et d'ailleurs il sera capable de l'envoyer directement sur un lecteur amovible qui peut être une clé USB ou un support SD vous le glissez dans l'imprimante et vous lancez l'impression. Vous avez aussi la possibilité de connecter l'ordinateur directement en USB sur l'imprimante et de cette manière vous n'avez pas besoin de lecteur amovible, vous pouvez envoyer l'impression de votre ordinateur. L'inconvénient c'est que l'ordinateur doit rester connecté et allumé tout le temps de l'impression, sachant qu'une impression peut durer plusieurs jours. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc voilà en gros comment fonctionne l'impression 3D, c'est déjà une présentation qui est relativement longue. Évidemment, vous allez voir dans les prochains jours, je vais ajouter d'autres vidéos, je vais vous présenter justement le slicer, on va s'intéresser un petit peu à la modélisation et Tinkercad pour ceux qui voudraient débuter, et ensuite on va aussi voir un petit peu les petites astuces au niveau impression. Alors faut savoir pour ceux qui voudraient acheter une imprimante qu'aujourd'hui ce type de liaison, bon il est toujours dessus, mais vous avez aussi des imprimantes qui maintenant
maintenant possède le Wi-Fi. Donc c'est assez pratique parce que ça vous permet de connecter le PC et d'envoyer directement par le biais du réseau Wi-Fi l'impression directement, un petit peu comme une imprimante 3D traditionnelle chez vous, une imprimante pas 3D pardon, classique je dirais chez vous, et c'est assez intéressant. Alors cette imprimante aussi, quand vous allez la commander, arrive en kit, donc faites attention, il y a des modèles qui vont être un peu plus compliqués que d'autres à monter, mais en règle générale elle arrive pré-montée, c'est-à-dire que vous avez déjà des pièces. Dans le cadre de la Ender 3 que vous voyez à l'écran, toute cette partie basse est déjà montée, vous n'avez qu'à fixer l'écran, fixer ici l'alimentation, assembler l'armature, tout ça est déjà monté, vous avez qu'à poser la tête d'impression. Donc voilà, c'est pas non plus un montage de zéro, c'est un pré-montage, et sur les derniers modèles comme l'artillerie X1, vous n'avez que quelques vis à mettre, le montage prend vraiment, allez, un gros quart d'heure. Sur un modèle comme ça, il faut savoir que si c'est la première que vous montez, il faut vous prévoir une petite heure si vous êtes assez à l'aise avec le bricolage, ça devrait aller relativement vite. Voilà qui vient clore cette vidéo d'introduction. Excusez-moi, elle était assez longue, mais elle était nécessaire pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'impression 3D, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.